On va terminer cette matinée de travail avec l'intervention d'Alain Badiou, que vous connaissez tous, auquel je vais passer la parole sans plus attendre. Oui, mais la méthode que je vous proposerai consiste à être absolument anecdotique et entièrement superficielle. Parce que, en appui d'une thèse, qui est que chez Hippolyte, et en dépit évidemment de l'envergure et de la consistance de ce qu'il nous a laissé, il y a un aspect décisif du personnage. Il y a un aspect décisif de la singularité, alors pour le coup de la singularité existentielle de Jean Hippolyte lui-même. Probablement, alors pourquoi cette singularité est-elle importante? Elle est importante parce que je pense qu'on peut soutenir que Jean Hippolyte a installé une sorte de médiation tout à fait inusuelle et du reste transitoire entre le régime académique de la philosophie, à l'intérieur duquel il se tenait, dans lequel il occupait une position tout à fait importante, et son dehors. Il a été, de ce point de vue-là, une figure française singulière en exception interne à l'appareillage académique de la philosophie. Et il a défini un temps singulier, de ce point de vue-là, une sorte d'éclaircie, dans laquelle nous avons eu la chance de tomber, une éclaircie un temps où le verrouillage généralement institué de l'appareillage académique philosophique était desserré. Et il a obtenu pour cela la complicité et l'appui de Canguilhem, et ils ont fait à eux deux un tandem intra-académique tourné vers le dehors dans une certaine mesure. Et cela a eu des effets considérables, à mon sens, dans toute une séquence de l'histoire de la philosophie dans ce pays. C'est pourquoi la personne d'Hippolyte est importante. Naturellement, comme il a été ici dit de façon très, très dense, Hippolyte a tressé, organisé une opération fondamentale autour de Hegel. Mais il y a une myriade d'opérations dérivées ou secondaires qui ne sont pas réductibles à l'entreprise centrale d'appropriation française de Hegel ou de révision du verdict porté sur Hegel par Cousin, comme Pierre Macheret l'a parfaitement organisé pour nous ce matin. Il y a toute une série d'opérations particulières, localisées, qui inscrivent Hippolyte dans cette médiation entre le régime académique et son dehors. Et je voudrais consacrer à cela un certain nombre de vignettes, une dizaine ou une douzaine de petites vignettes concernant Jean Hippolyte. D'abord, concernant la traduction de la philosophie, de la phénoménologie de l'esprit et son commentaire perpétuel, dont il a été déjà abondamment parlé, et qui le définit en effet, selon le titre de cette journée, comme un passeur. Le passeur de Hegel. Mais le passeur, dans quel sens? J'ai été extraordinairement frappé par une observation que m'a faite une fois un de mes traducteurs en allemand, Jürgen Brankel, un philosophe de Hambourg, qui m'a déclaré qu'il était passionné par la traduction française de la phénoménologie de l'esprit par Jean Hippolyte, infiniment plus que par le livre de Hegel. Il considérait qu'en réalité, le livre de Hegel en allemand était un livre passablement informe, brouillé, un typique livre de jeunesse, disait-il, et que Hippolyte en avait fait un véritable monument, tout à fait nouveau, et que en vérité, il fallait distinguer tout à fait la phénoménologie de l'esprit de Hegel et la traduction de la phénoménologie de l'esprit par Hippolyte, qui était un livre de plein exercice dans lequel, selon lui, la philosophie allemande devait immédiatement et impérativement puiser.
De sorte que cette traduction fonctionnait comme un exemple typique aux yeux de Jürgen Brankel de ce qu'était la philosophie française et de comment les Allemands devaient s'éduquer auprès de la philosophie française en reprenant non pas du tout ce qui était leur bien, mais alors pour le coup une extranéation radicale de ce bien. Et qu'ils faisaient propagande en Allemagne pour que tout le monde lise comme un livre autonome la traduction de la phénoménologie de l'esprit par Jean Hippolyte. Donc il semble bien qu'il faille prendre Passeur en un sens assez complexe, puisque dans ce cas-là, il aurait fait passer ou repasser la phénoménologie de l'esprit du côté des Allemands comme un livre français. Ce qui éclairait quand même ce qui a été souvent remarqué, à savoir le style assez particulier de cette traduction. Alors là, entrons dans l'anecdote. Il se disait parmi nous, quand nous étions jeunes, que Hippolyte ne connaissait que très mal la langue allemande. et que cette traduction était donc faite comme une opération philosophique, en effet, mais une opération philosophique dans laquelle la langue était vraiment la servante et non pas du tout le moteur. Alors peut-être y a-t-il cela aussi, peut-être finalement cette traduction intuitive, singulière, marquée dans ses profondeurs par la langue française, est-elle quelque chose qui fait passer en un sens créateur, et au-delà de la notion de traduction, quelque chose de Hegel dans... Bon, il a été dit un peu ce matin que, sous différentes formes, que Hippolyte avait contribué à la construction d'un Hegel français, dans lequel il était peut-être en effet plus le successeur de Villiers de l'Isle-Adam ou de Mallarmé que de l'espace académique proprement dit. Et nous en avions là un témoignage tout à fait saisissant, qui était que finalement ça fonctionnait comme un livre français. C'est la première chose qui m'a mis en contact avec Jean Hippolyte, cette traduction. Et je l'ai lu et pratiqué pendant longtemps sans aucune espèce de référence au texte allemand. Et j'ai appris bien plus tard par Jürgen Brankel que c'était la bonne méthode. Que finalement, il fallait surtout ne la lire qu'en français. La deuxième fois où j'ai été directement en contact avec Jean Hippolyte, c'est quand j'ai passé le concours d'entrée dans cette école. Parce qu'il interrogeait en philosophie. Il zozotait un peu. L'imitation du langage d'Hippolyte était un exercice courant chez les normaliens. Monsieur Badiou, et alors il m'avait demandé, Monsieur Badiou, qu'est-ce qu'une chose? C'était la question. Et j'ai répondu à cette question, qu'est-ce qu'une chose? Je suis encore en train d'y répondre, vous savez. On ne se relève pas de ces examens. Et j'avais établi très rapidement ce que j'avais perçu, je ne le connaissais pas du tout, c'est la première fois que je le voyais, j'avais établi une complicité avec lui parce que dans ce type d'exercice rhétorique dans lequel nous étions formés, et qui faisait que nous pouvions parler de tout à propos de n'importe quoi, surtout à propos d'une chose, vous imaginez. J'avais cité le poème de Parménide, pourquoi pas, je ne me souviens pas pour quelle raison du reste, et Nuctifaes Perigaian Lomene allo triunfo, et j'avais cité la traduction de Beaufray. Clair dans la nuit, autour de la terre errante, lumière d'ailleurs. Et j'avais vu Hippolyte s'éclairer. Là, j'avais partie gagnée, j'étais passé dans le pacte secret, puisque d'abord la traduction de Beaufray avait été publiée dans la collection Épiméthée, c'est-à-dire la collection que dirigeait Hippolyte. Il avait donc absolument été reconnaissant de voir jusqu'à quelle profondeur de comparution cette traduction était allée. Et puis, il m'a ensuite demandé, une fois que j'ai eu terminé mon exercice, certes, mais en définitive, M. Badiou, quelle est la différence entre une chose et un objet? J'ai improvisé une réponse, et je dois dire que travaillant encore ces dernières années de façon extrêmement difficultueuse sur la notion d'objet,
j'avais cet avertissement en tête. En définitive, quelle est la distinction entre une chose et un objet? Je crains de continuer à confondre les deux encore aujourd'hui. Tout ça a décidé de mon succès, et j'y voyais, alors, après Passeur, je lui accrocherai une série de substantifs, après Passeur, je voyais là le Hippolyte organisateur, c'est-à-dire organisateur du champ philosophique, organisateur au sens de celui qui recrute aussi, celui qui sait où sont les choses importantes, celui qui sait poser les bonnes questions, celui qui sait constituer des alliances, même avec des gens très éloignés de lui. Et cet élément d'organisateur, cette lumière organisatrice, je l'avais instantanément perçue dans sa façon de s'adresser à moi dans cette performance tout à fait particulière. Ensuite, entré dans cette école, j'ai suivi son séminaire. Alors son séminaire, dans ces années-là, nous sommes au milieu des années 50, son séminaire était sur Fichte. Il avait organisé un séminaire. Et au fond, il se disait qu'il allait traiter Fichte après avoir traité Hegel. Il m'avait dit cela en propres termes. Et il a expérimenté que ça ne marchait pas aussi bien, finalement, le traitement de Fichte dans les conditions des années 50. Il m'a dit plusieurs fois, ils aiment moins Fichte que Hegel. C'était nous, évidemment, qui aimions moins Fichte qu'Hegel. Il n'y arrivait pas. Et pourtant, il faisait des exercices extraordinaires. Le séminaire d'Hippolyte, c'était de longues diagonales, un peu extravagantes. Je me souviens d'un séminaire sur Fichte qui avait été entièrement rempli par des considérations sur les cosmologies contemporaines. Et Hippolyte, avec son interminable fume-cigarette, parce qu'il était toujours précédé de son porte-cigarette comme d'un emblème décisif, vous voyez la fumée montée au-dessus de la tête d'Hippolyte, quelle que soit la circonstance. Et il avait déployé un savoir et une virtuosité extraordinaire en expliquant comment l'hélium brûlait, etc., etc. Et on voyait véritablement dans la grande tradition des philosophies de la nature allemandes, on voyait dans cette salle, évidemment, le cosmos tout entier se mettre à flamber. Et en dépit de tout ça, nous n'aimions pas Fichte, n'est-ce pas? Et il l'a d'ailleurs abandonné, ayant fait cette expérience, il l'a pratiquement abandonné en constatant, c'était un point intéressant, en constatant l'échec de cette tentative, en expérimentant l'échec de cette tentative. Et là, je dirais que, j'emploierais le mot inducteur. C'était quelqu'un qui avait un rapport d'induction des catégories et des auteurs philosophiques dans le temps présent. C'est-à-dire, on tentait une induction, on tentait d'extraire du temps présent la possibilité d'une philosophie ou d'un philosophe, et il entérinait les verdicts, il entérinait les jugements. C'était un homme du présent, ça je reviendrai sur ce point, c'était fondamentalement un homme du présent. Et je crois que, on l'a vu ce matin déjà, l'histoire de la philosophie n'était aucunement pour lui un exercice de rétrospection, un exercice du passé, c'était un exercice d'induction présente. Un épisode important dont il a déjà été question, que je voudrais aussi commenter ici, c'est la fameuse venue de Sartre. Bon, je n'insisterai pas parce qu'elle a été maintes fois commentée. Il court sur elle un certain nombre de versions inexactes qu'il est important de laisser courir, parce que c'est comme ça que se constitue une mythologie. Mais là, je puis dire que j'ai été organisateur de cette affaire. Donc j'ai quand même un droit de regard sur les différentes versions qui en circulent. Puisque c'est en réalité Pierre Verstraeten, Emmanuel Terret et moi-même qui avons organisé cette venue de Sartre, qui avons même été discutés avec Sartre personnellement pour savoir de quoi il allait parler. Alors, c'est typiquement ça une opération hippolytienne, parce qu'Hippolyte nous avait immédiatement encouragés. Nous lui avions fait part de ce projet, il en était enthousiaste. C'était une opération qui consistait à faire venir ici, dans l'institution et devant les élèves, un personnage typique du dehors, un personnage médiatique, un personnage qui précisément avait rompu et quitté l'université et n'a jamais eu d'ailleurs aucun destin universitaire particulier. Sartre a été professeur de lycée et ensuite, si je puis dire, philosophe freelance, hein, un philosophe sous sa propre responsabilité. Et alors la venue de Sartre ici, c'était tout à fait dans ce champ des réconciliations institutionnelles possibles auxquelles Hippolyte se dévouait, en tant précisément qu'il en avait la capacité, qu'il était, c'est son côté médiateur, là. Passeur, organisateur, inducteur, médiateur. Et alors, Sartre, nous avons été en plein
dans les travaux considérables de la critique de la raison dialectique. Pour bien comprendre cette affaire et aussi la liaison avec Hippolyte, il faut se souvenir que Sartre envisageait de construire la critique de la raison dialectique autour de deux mouvements fondamentaux. Un premier mouvement régressif qu'il appelait théorie des ensembles pratiques. Donc théorie des ensembles, c'était vraiment le moment fondateur et abstrait dans lequel on délivrait les opérateurs d'analyse de l'histoire comme opérateurs totalement formels dans la théorie des ensembles pratiques, même s'il y avait des références et des exemples en grand nombre. Et puis ensuite, il devait y avoir le mouvement progressif qui était le mouvement de la totalisation sans totalisateur, qui devait restituer le mouvement intégral de l'histoire. Il faut donc bien voir que le projet véritable, total de Sartre dans la critique de la dialectique était de nous donner l'intégralité d'une philosophie effective de l'histoire. Et la meilleure preuve, c'est que quand nous sommes allés voir, il nous a dit, il ne parlait pas du tout comme Hippolyte, mais c'était aussi une très étrange voix, la voix de Sartre, hein, une très étrange voix, vous l'avez peut-être entendu dans les films, et il nous avait dit, je pourrais vous parler de l'Égypte, ce qui nous avait grandement déconcertés, à vrai dire. Et on avait un peu détourné la question, on avait tout à fait tort, au fond, c'était idiot, on aurait dû accepter et annoncer partout la grande conférence de Sartre sur l'Égypte, mais on était un peu nigaud, et donc on l'a ramené plutôt vers les ensembles pratiques. On l'a plutôt ramené vers les exceptions. Et alors Sartre est venu, ben, le reste est à peu près connu, en effet, et il y avait là... il était venu d'ailleurs, il était le deuxième que nous faisions venir, le premier avait été Julien Gracq. Et c'était une drôle de paire. Et puis, la suite est connue, donc il est arrivé, il y avait tous les gens déclaré la présence, et en effet, il y a eu cette scène tout à fait émouvante et extraordinaire de la rencontre, des retrouvailles de Sartre et de Merleau-Ponty. Et Sartre avait été visiblement, il était là en effet, Merleau-Ponty était entré de façon très décidée, il s'était assis au deuxième rang, et Sartre avait été comme électrocuté par l'apparition de Merleau-Ponty, qui était alors véritablement une apparition spectrale. Ça faisait 10 ans que non seulement ils ne se voyaient plus, mais que leur rupture radicale était une donnée de la situation, politique et intellectuelle. Et Hippolyte a toujours été très à l'aise dans sa fonction de médiateur, là encore. Les a ensuite invités, nous sommes allés au café à côté, qui s'appelait à l'époque chez Piron, et tout le monde a bu, il y avait Ganguilhem, c'était vraiment un moment extraordinaire, un moment de convivialité bistrotière, philosophique, comme il n'y en a pas eu beaucoup, à mon avis, dans cette période. Et Hippolyte était parfaitement dans son élément. On le sentait là, ayant vraiment conquis et réalisé quelque chose. Donc à cette occasion, naturellement, nous avions eu aussi de très nombreux contacts pour favoriser cette entreprise. Une autre vignette, c'est à Hippolyte que j'ai remis mon premier grand manuscrit, le manuscrit de mon premier roman, Almageste. Je m'étais dit, il m'avait dit, M. Badiou, qu'est-ce que vous faites? Je lui avais dit, j'ai écrit un roman. Donnez-le-moi. Oh. Finalement, je lui ai donné. Alors ça, c'est une chose très importante. Sa circulation avec le dehors accordait une place très importante à la littérature. C'était un grand connaisseur de romans, contemporains et anciens. C'était un grand connaisseur de poésie. Il a été dit ce matin que c'était plutôt la poésie analytique et rigoureuse qui était son... Effectivement, il avait une admiration très grande pour Valéry, qu'il pouvait citer intégralement. Et il était grand admirateur du théâtre contemporain. Il avait fait des conférences que nous n'avons pas, je crois, à moins qu'elles soient quelque part, je dirais, dans les documents. Il avait fait des conférences sur Claudel, en grand nombre. Il était un connaisseur et un admirateur du théâtre de Claudel. Et alors je lui avais donné mon premier roman, Almageste, sous une forme manuscrite, et il m'en a dit plutôt du bien, bon, je passe, mais il m'a dit, Monsieur Badiou, vous faites dire à un de vos personnages quelque chose que je crois bien avoir dit moi.
Et il me dit, oui, c'est pas les pages du manuscrit, mais dans la version éditée, c'était page 229. Je vous le lis. C'est un dialogue entre étudiants. Quand j'étais en Grèce, j'ai compris le temple. Ce n'est pas une œuvre au sens d'équilibre, ni le site, si beau soit-il. C'est ce qui, par l'homme, s'arrache aux choses et aux sites pour les constituer, en leur propre splendeur, bien sûr, mais à partir du signe dont elles étaient dépourvues. La colonne nue sur le promontoire, la juste chose à sa juste place? Non. La place antérieurement juste devient ce qu'elle était par la construction de la chose qui lui convient. Je me dis, il me semble que c'était vrai, c'était vrai. Je lui avais piqué absolument, sans m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte après coup. Je lui dis, mais oui, effectivement, c'est dans une conversation antérieure. Il revenait de Grèce et il m'avait dit, j'ai compris le temple. Et j'avais refilé ça à mon personnage. Et vous vous rendez compte, l'extraordinaire attention un peu narcissique en la circonstance, mais tout de même, avec laquelle il avait lu ça, parce que c'est un petit détail perdu dans une énorme masse manuscrite, et il avait été droit à cette chose, et il avait quand même fait valoir son droit de propriété. C'était un lecteur étonnant. Il lisait la nuit, alors, parmi les légendes qui couraient sur lui, il y avait la légende qu'il ne dormait jamais. Pas plus de 2 heures, soutenaient certains, pas plus de 3 heures. Et qu'il lisait constamment, qu'il pensait. Et du reste, je signale que très souvent, quand il faisait une conférence, il commençait la conférence en expliquant qu'il y avait pensé toute la nuit, qu'il avait amené d'énormes notes. En effet, il sortait en général quelque chose comme ça qui laissait prévoir une conférence de plusieurs heures, de papier gigantesque. Et puis il disait tout autre chose. Il ne touchait pas au papier, il faisait une improvisation extraordinaire. Même quand, lors de la fameuse séance dont il a déjà été question au séminaire de Lacan sur la négation, il est arrivé aussi en disant j'apporte ce travail d'une nuit d'Idumée, il citait Mallarmé, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il avait réfléchi toute la nuit, et au petit matin, dans l'ombre tremblante du matin, la conférence avait pris forme et elle était très généralement absolument éloignée de tout texte. Il les rédigeait et il les rédigeait après. Et alors, il avait donc repéré cet emprunt et du coup, nous avons parlé du nouveau roman. Nous avons parlé du nouveau roman et il aimait énormément parler de ce genre de choses, de ce qui venait d'arriver, de ce qui venait de se passer. Et là, nous étions en 57, et venait de sortir La jalousie de Rob Grillet. Et alors il m'a dit, votre roman, très très bien, mais La jalousie de Rob Grillet. Et alors il m'a fait un commentaire, et je m'en souviens si bien que je vous le refais, je vous le transmets, là c'est une transmission pure et simple. Il m'a dit, vous comprenez, la jalousie, vous voyez comment ça commence, il le savait par cœur, il avait dû l'apprendre dans la nuit. Ça commence comme ça. Maintenant, l'ombre du pilier, le pilier qui soutient l'angle sud-est du toit, divise en 2 parties égales l'angle correspondant de la terrasse. Il m'a dit, ça commence comme ça. Il m'a dit, c'est l'exactitude de l'immédiat sensible. Maintenant, l'ombre du pilier. Et puis il m'a dit, et comment ça se termine? Et il me lit la fin, moi je ne la sais pas, lui il la savait. Il me dit, et ça se termine, comment c'est la fin de la jalousie? C'est la nuit noire et le bruit assourdissant des criquets s'étendent de nouveau, maintenant sur le jardin et la terrasse, tout autour de la maison. Il m'a dit là, c'est la nuit de la totalité. Et alors, il y avait cette extraordinaire façon de ramener, de réduire la jalousie à ce dont personne n'y aurait pensé, à la phénoménologie de l'esprit tout entière. Enfin, ça commençait sur l'ombre du pilier, la donnée la plus aiguë des médias sensibles, ça en est par la nuit de la totalité, avec les criquets qui font entendre la voix de l'absolu, finalement, pas les criquets. Alors ça, c'était le charme. Je voulais vous raconter ça, c'était le charme d'Hippolyte. C'était vraiment son charme. C'était Hegel, on puisait dans Hegel, mais
c'était pas du tout de l'histoire de la philosophie, c'était savant, par exemple, mais c'était pas de l'histoire de la philosophie, c'était puisé dans Hegel comme dans un réservoir d'interprétation sur l'immédiatement contemporain et sur la jalousie qu'il venait de lire. Et il était sensible aux inflexions de l'histoire littéraire, aux nouveautés, il aimait les nouveautés. Mais ces nouveautés, il les pensait aussi, à travers les catégories qu'il avait prélevées, mises en œuvre et quelquefois en effet reconstituées dans sa lecture de Hegel. Et alors, c'est l'histoire des improvisations d'Hippolyte. Les improvisations sur le temple, les improvisations sur la jalousie. J'ai assisté une fois à une improvisation absolument extraordinaire. C'était quelques années plus tard, au début des années 60, Dina Dreyfus et lui-même avaient monté une expédition à La Haye, dans une université de La Haye, pour projeter des films philosophiques, dont celui qui est au programme d'ailleurs de cet après-midi, qui était le film que nous venions de réaliser, qui étaient des entretiens avec des philosophes, avec Hippolyte, avec Ganglet, avec tous ceux de l'époque. Et alors, finalement, Hippolyte et moi sommes partis dans un train assez problématique pour La Haye, en portant sous notre bras des bobines de films. C'est une expédition assez étrange, à vrai dire. Donc Hippolyte était très fatigué parce qu'il fumait tellement qu'il était constamment complètement essoufflé. Une fois, on a failli rater le train et j'ai dû quasiment le porter sur mon dos pour le mettre dans le train parce que vraiment le train partait et Hippolyte n'arrivait plus à courir. Et tout ça avec les bobines de film en plus. Et là, nous sommes arrivés à La Haye et il a fait une conférence sur Bergson. Je m'en souviens très bien, une magnifique conférence sur Bergson, entièrement improvisée. Là aussi, il est arrivé avec une pile de livres, de papier, etc., qu'il portait, donc en plus des bobines de film. Et il a commencé sa conférence en abandonnant tout ça. Et sa conférence était très vagabonde. Elle n'a rejoint Bergson qu'après un certain temps, d'ailleurs. Et tout ça dans cette langue superbe, méditative, parce qu'il se plongeait comme ça dans des silences assez compacts, assez ténébreux, pendant lesquels la cigarette fumait comme une cheminée d'usine. Et il a conduit cette conférence de façon magnifique. Et puis, nous avons projeté le film. Alors, tout ça était en français et les étudiants de là ne comprenaient rien, mais vraiment. Donc, on était à cette époque, la question... L'impérialisme linguistique français s'estimait encore vigoureux. Il en a rabattu beaucoup depuis. Nous aurions, Hippolyte et moi, aujourd'hui, nous aurions parlé anglais, peut-être même néerlandais. Mais à l'époque, on parlait français impavidement, devant un auditoire qui, lui, par contre, commençait à ne plus le savoir. Donc il y avait une discordance temporelle. Et alors, cette conférence de Bergson devant un seul auditeur qui réellement la saisissait, qui était moi, et ensuite, la succession des films qu'on projetait, que les auditeurs ne comprenaient pas non plus, puisqu'ils étaient tous en français, donnait à cette séance un côté légèrement spectral. Et suite à quoi, pour nous en remettre, nous sommes allés dans un musée dont on lui avait parlé, qui était un musée des arts primitifs à La Haye. Et là, il y avait des statues océaniennes. Et j'ai vu Hippolyte se plonger dans une méditation spéculative sur les statues océaniennes, tout à fait extraordinaire. Il les regardait comme ça, immobile. Et, bon, il ne pouvait pas fumer parce qu'on était dans le musée. Alors il cherchait de temps en temps son fume-cigarette, il le mettait à vide dans sa bouche, sans la cigarette. Et à la fin, il m'a fait une théorie somptueuse, que j'ai en partie notée d'ailleurs, sur les statues primitives océaniennes, et je me souviens que après une longue... C'était du Hegel vivant, magnifique. C'était vraiment l'esprit du monde, tel qu'il apparaissait, se révélait à son stade de développement dans les statues océaniennes. Et il avait terminé, ça j'ai retrouvé cette trace dans mes carnets, il avait terminé en disant « Elles sont là », il parlait des statues, là je le cite, « elles sont là comme ce qui aura de toujours montré qu'un visage est aussi bien un refus qu'une offrande. » Voilà. Et alors, depuis, je me demandais, pensait-il à Lévinas? Je ne lui ai pas demandé sur le moment. Moi, je n'y pensais pas. Je pense rarement à Lévinas. Mais là, en tout cas, je n'y pensais pas du tout. Mais je me dis, mais lui,
ces statues océaniennes, il tenait à me signifier, à me dire, à moi qui étais son seul public de cette démonstration magnifique que je n'ai retrouvée nulle part, je faisais partie des improvisations de Hippolyte, un visage est toujours aussi bien qu'un refus qu'une offrande. Voilà ce que les sculpteurs océaniens étaient quand même venus à un moment précis de l'histoire révéler à l'humanité en général et à nous en particulier, égarés à la haie avec nos bobines de film. Et là, ça m'amène à d'autres caractérisations du rapport d'Hippolyte à l'histoire. Parce qu'il avait un rapport très profond à l'histoire, mais là aussi, je voudrais insister sur le fait que c'est un rapport au présent. Il s'est trouvé que j'ai discuté avec lui longuement au moment de la venue de De Gaulle au pouvoir en 1958. Et c'est un événement qui l'avait énormément frappé. Il y avait quand même coup d'État militaire, le contexte de la guerre d'Algérie, tout ça, c'est un contexte historique en effet fort et dense. Et il m'avait dit, pour lui c'était un coup bonapartiste. Il l'inscrivait dans la lignée française du bonapartisme. L'homme providentiel, généralement un militaire, appuyé par l'opinion conservatrice unanime et par les milieux institutionnels bureaucratiques. Et alors il m'avait dit, vous savez, M. Badiou, je crois que c'est comme Napoléon III, mais à l'envers. Napoléon III a commencé par l'empire autoritaire et est allé vers l'empire libéral. De Gaulle va commencer par le libéral et aller vers l'autoritaire. C'était un peu une erreur, à vrai dire. C'était un peu une erreur, mais c'était sa manière de penser. C'était sa manière de penser. Il se référait à des modules historiques qui avaient une signification, finalement, au sens de la philosophie de l'histoire, mais qui étaient plutôt comme des idées historiques. C'est pas je cite cet exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Il pratiquait un comparatisme historique assez systématique entre certaines séquences et certaines autres, comme si l'histoire avait été, au fond, comme Hegel, un réservoir de figures. Et là, c'était la figure de Napoléon III qui s'imposait, avec quand même la difficulté que le rapport entre libéral et autoritaire n'avait pas la même orientation. C'est pour ça que de même qu'il était un improvisateur, je crois qu'il était en réalité une sorte de platonicien de l'histoire. Ça, c'est toute la question du rapport qu'il avait à Platon. Platonicien de l'histoire, c'est-à-dire tirer dans l'histoire des idées historiques, plutôt que des séquences, des développements ou des devenirs, plutôt des idées immanentes réalisées dans des séquences particulières ou des séquences courtes. Et là, c'était le bonapartisme comme idée possible, à tout moment possible, de l'histoire politique en France. La politique, il avait un rapport très, très intéressé à la politique. Il n'hésitait pas à discuter, à commenter quand il était en confiance les choses. Je rappelle que là, je l'ai entendu parler des épisodes fondamentaux de l'histoire séquentielle française de cette période, aussi bien de la guerre d'Algérie au moment même où je l'ai connu que juste avant sa mort de mai 68. J'ai eu des discussions avec Hippolyte sur les deux événements. Alors, sur la guerre d'Algérie, là, je voudrais mettre en valeur ce que j'appellerais l'administrateur. L'administrateur, mais en un sens profond, en un sens qui n'est pas celui de la gestion simple. Il était contre la guerre. Pierre Macheret a tout à fait raison de dire que ce n'était pas du tout un révolutionnaire, ni même un homme des politiques de rupture. C'était un progressiste parlementaire, quelque chose comme ça. Effectivement, la figure de Mendès France, en tant aussi qu'homme qui avait mis fin à la guerre d'Indochine, c'était à peu près sa référence. Mais il était contre la guerre en Algérie, et en accord avec ses référents politiques, il souhaitait que l'école elle-même joue un rôle dans le processus d'opinion, mais même plus que d'opinion, dans cette affaire. Ça, c'était très intéressant, très caractéristique. Il pensait que c'était une des vocations possibles de l'école que d'intervenir en tant que lieu dans le processus qui conduirait un jour, espérait-il, à la négociation et à la paix en Algérie. Et ça, c'était sa conception de son rôle d'administrateur. C'était une conception qui était une conception intervenante. Il ne s'intéressait pas beaucoup aux affaires courantes, mais il s'intéressait à l'idée que l'institution puisse être connectée ou liée
à un épisode dont l'historicité serait avérée. C'est un hegelianisme supérieur. C'est quand même l'idée que le véritable destin, la véritable essence de l'institution n'est pas son immobilité, mais sa capacité de concentration de l'idée historique elle-même. Et il appliquait ça à l'école normale. Alors, j'en prendrai deux exemples. Le premier était qu'il considérait que pour renforcer cette position symbolique de l'école normale, il fallait qu'elle mette fin à la division, à ses yeux, archaïque, parce que division entre, finalement, aristocratie et peuple, la division entre l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Il considérait que c'était un dispositif ancien, périmé et archaïque, parce qu'en réalité, il était ressenti de façon générale comme une hiérarchie, comme une école normale élitiste supérieure et une autre un peu inférieure, un peu dégradée, et ça ne lui plaisait pas. Il voulait là vraiment réconcilier les élites, qu'elles soient de provenance populaire ou de provenance plus aristocratique. Et alors il m'a embarqué, parce que j'étais d'accord avec lui, il m'a embarqué dans une affaire qui était de proposer la fusion des deux écoles. Malheur, malheur. Ça a été une affaire catastrophique, désastreuse. On s'est heurté immédiatement à des lobbies dont l'acharnement et la haine à notre égard a été absolument sans limite. Il y a eu des affiches partout, on veut détruire l'école normale, etc. On a dû replier notre projet en vitesse. Mais Hippolyte était quand même... avait voulu, souhaité avoir comme un grand dessein, comme une grande idée, cette réconciliation des figures des grandes écoles et la fin de leur hiérarchie élitiste. Et puis alors, sur la guerre d'Algérie, il a voulu qu'on prenne une initiative. Là aussi, j'ai été pendant un temps son homme de main. L'initiative, appuyée sur un certain nombre de caïmans de l'époque, consistait à lancer une sorte d'appel de l'école normale elle-même, enfin issu de l'école normale elle-même, un certain nombre de gens d'opinions politiques tout à fait différentes, pas mal de centrisme, des gens de gauche, etc., de manière à ce qu'il constitue une espèce de forum à l'école normale qui aurait été un point d'appui d'opinion et de pression d'opinion en faveur de la négociation en Algérie. Et j'ai un dossier considérable là-dessus, avec des lettres, justement, à Mendes France, à des tas de gens qui ont répondu les uns positivement, les autres négativement. Le processus s'est lentement sablé, la dynamique n'était pas vraiment présente, et ça n'a pas vraiment eu lieu. Ça n'a pas vraiment eu lieu, mais je voulais vraiment rendre ce témoignage à Hippolyte que c'était une conception très particulière, quand même, de son rôle de directeur de l'école normale supérieure, que de l'imaginer comme une institution capable d'intervenir réellement dans un processus qui était un processus doté d'une extrême tension. La question de la guerre d'Algérie, c'était même pas une plaisanterie à l'époque. C'était quelque chose qui déchaînait dans l'opinion des contradictions d'une extraordinaire virulence. Et ça, c'était son rôle d'administrateur, tel qu'il le concevait. Tel qu'il le concevait. Alors, est-ce à dire que c'était un homme qui cherchait partout et toujours la conciliation et dont la conception qu'il avait de son rôle évitait ou contournait les affrontements? Eh bien, j'ai découvert à quelques reprises que c'était un personnage également violent. Enfin, violent justement dans la procédure. Il avait aussi la fonction d'un juge. Et un épisode tout à fait frappant, et d'autant plus frappant qu'il demeure tout à fait obscur, est lorsque j'ai fait auprès de lui la démarche, au nom d'ailleurs des élèves candidats à l'agrégation, de faire venir ici Deleuze pour faire un cours sur Rousseau, qui était au programme. Deleuze avait fait à la Sorbonne un magnifique cours sur la Nouvelle Héloïse, et nous souhaitions qu'il vienne ici. Et Deleuze, et Hippolyte m'a dit, il n'en est pas question. On a été très déconcertés, parce que ce n'était pas sa figure habituelle, mais on a quand même tenté de demander pourquoi. Et il a dit, je n'aime pas cet homme-là. Mais avec une sécheresse, une virulence glacée, qui nous a laissé pantois, tant c'était éloigné de ses figures habituelles. Et
nous savons que d'autres tentatives ont été faites dans le même sens, qui se sont heurtées au même verdict. Alors ça, c'est une histoire que nous offrons aux enquêtes policières de l'avenir. Qu'est-ce qui faisait que Hippolyte, cet homme si équanime, si conciliateur, si administrateur, qui a fait venir ici tout le monde, a mis en exception radicale Deleuze, je n'aime pas cet homme-là. Voilà. Et je n'ai là-dessus non pas même aucune explication, mais même, je dois dire, aucune hypothèse. Mais dans d'autres occasions, celle-là était extrême, en d'autres occasions, j'ai pu voir qu'il était tout à fait aussi apte à trancher, dans un sens ou dans un autre, quand la question était pour lui entièrement claire et constituée. Le juge, donc, le juge pour des raisons qui n'étaient pas forcément éclaircies. Deux dernières occurrences dans cette chronique, celle qui concerne les films de philosophie. C'était une entreprise montée par sa grande amie, inspectrice générale Dina Dreyfus. Il y a participé avec un tout à fait élan, tout à fait enthousiasme, et avec quelque chose qui, chez lui, touchait à un être d'acteur. Il y avait une corporéité singulière d'Hippolyte. Il était tout petit, extrêmement trapu, la tête rentrée dans les épaules, avec toujours son infini porte-cigarette. Il avait cette voix un peu étrange et marquée. Il considérait comme ça les choses avec une tête plissée, des yeux extrêmement profonds. Et je l'ai vu de mes yeux vus, puisque j'étais son partenaire dans ces films, je l'ai vu prendre tout à fait au sérieux la dimension spectaculaire de la chose, sa dimension de présence compacte et de jeu. Et c'est à ce point qu'il était devenu un personnage au sens strict, puisque plusieurs fois il y a eu ici des spectacles dans lesquels il y avait des sketchs concernant Hippolyte. Et je me souviens en particulier d'une fois une scène désopilante, je l'ai malheureusement oublié, où Hippolyte était chargé de régler un problème d'escalier. C'est-à-dire, les escaliers à l'époque étaient tombés en ruine, ça c'est absolument vrai, et il y avait, entre autres raisons, parce que les élèves avaient coutume de se battre à coups de lance d'incendie dans les escaliers des étages, ce qui ne les arrangeait pas. Donc, il y avait régulièrement des inondations calamiteuses, les escaliers pourrissaient lentement. Et le sketch consistait à montrer Hippolyte en proie à la question de l'escalier. Donc il était convoqué, il arrivait, on lui disait « Monsieur le directeur, l'escalier ». Alors l'acteur qui jouait ça, qui était formidable, mais qui avait saisi justement la dimension d'acteur d'Hippolyte lui-même. Il jouait Hippolyte dans ce genre de circonstances, avec son film Cigarette. La question est de savoir quelle est la structure générale d'un problème d'escalier. Et là, il y avait tout un développement sur l'essence de l'escalier, l'histoire de l'escalier, Et puis, alors, il y avait un pompier qui arrivait, qui disait, oui, mais finalement, il y a de l'eau partout. et Hippolyte répondait, ne nous laissons pas prendre par la spontanéité. Et c'était merveilleux, Et je le raconte parce que c'était quelque chose qui touchait à un être véritable d'Hippolyte, qui était son être d'acteur. Je pense qu'il était aussi cela. Il était aussi une parole tout à fait consciente d'être dans la représentation d'elle-même. Et c'est aussi ce qui a fait je n'y étais malheureusement pas présent, mais ce qui a fait la force et la singularité de la séance du séminaire de Lacan où il est intervenu, où il a dit justement « je vous apporte ce matin ». Et où on a eu évidemment la compétition de deux acteurs, compétition de deux formidables acteurs, et c'est une partie constitutive de cet épisode. Et puis alors, je terminerai par une inflexion plus mélancolique. Je l'ai vu pendant les événements de 68. Il était à ce moment-là au Collège de France. Nous sommes allés dans un café non loin de là. Et au début de la séquence,
il était à la fois tout à fait impressionné et heureux d'être mêlé à l'histoire vivante, comme toujours. C'était vraiment son aspect hegelien du contemporain. Il se passait des choses obscures, violentes, confuses. Il luttait dans les milieux de l'époque pour la réouverture de la Sorbonne, enfin, ou pour qu'on laisse les choses se faire, enfin, qu'on ne cherche pas à évacuer par la violence. Enfin, il intervenait un peu dans la ligne qu'il fallait laisser les choses se dérouler. Hegelianisme conséquent, d'ailleurs. Si l'esprit du monde est au travail sous la forme de l'affrontement avec les CRS, c'est pas la peine de tenter de le brider. Hein. Il dira bien assez tôt ce qu'il a à dire, l'esprit du monde. Et donc il y avait ça, et il me donnait ses commentaires, etc. Et en même temps, je me souviens très bien avoir pensé qu'il n'allait pas bien. Je n'avais aucune indication sur son état de santé. Il est mort subitement, il était 1 an après, mais je m'étais dit, il ne va pas bien. Je le trouvais fatigué, préoccupé, soucieux. Et à un moment donné, il m'a dit, mais très frappant, il m'a dit, Monsieur Badiou, est-ce qu'il vous arrive de penser à la mort? Et c'était très étrange, parce que ça n'avait pas d'articulation véritable avec le commentaire de la situation dramatique de 68 dans le quartier latin à l'époque. Que vous pensez à la mort? Au point que je me suis trompé. J'ai ri en disant, enfin, on n'en est pas là, enfin, quelque chose comme ça. On n'est pas dans des échanges. Mais il dit, non, mais c'est pas ça. Est-ce que vous pensez à la mort? Alors, je lui ai dit la vérité, à savoir que je n'y pensais pas. Et il m'a dit, vous avez raison. Vous avez raison. Là, on passait de Hegel à Spinoza, finalement, implicitement. Vous avez raison. Et quand j'ai appris sa mort l'année suivante, je me suis souvenu, je me suis dit, mais quel était finalement le sens de cette déclaration qu'il me faisait là? Vous savez, comme toujours, dans l'après-coup, on est dans la recherche de la signification. Quel est le sens de cette déclaration qu'il me fait là? Et je me suis dit, voilà, c'est un homme qui a été, je pense, habité par une sorte de mélancolie latente qu'on sentait périodiquement. Il a été habité par une sorte de mélancolie latente et il a bâti sa force de pensée avec une sorte d'énergie singulière, d'où les légendes, il ne dort pas, et tout ça. Une sorte d'énergie singulière qui probablement était aux prises avec cette mélancolie latente qu'on sentait toujours chez lui comme une rumeur. Et peut-être que là, il m'avait simplement dit ça, il m'avait simplement dit, mais est-ce qu'il y a chez vous cette composante particulière qui est comme une toile de fond de mon existence? Et si on récapitule tout ça, passeur, organisateur, inducteur, médiateur, improvisateur, acteur, administrateur, donc toute cette personnalité extraordinairement complexe, complexité qu'il a située justement au point d'articulation de presque tout dans le moment où il intervenait, on se dit qu'il en a probablement aussi payé le prix. Il en a payé le prix de 2 manières. D'abord parce que probablement quelque chose ne lui permettait pas d'édifier ou de bâtir dans l'ordre du concept ce dont il était par ailleurs certainement capable. Ce n'était pas du tout une question de capacité ou d'incapacité. Qui l'a entendu savait qu'il était capable de grandes choses philosophiques, mais quelque chose, je pense, dans le rôle qu'il a accepté de jouer et travaillé du dedans par cette mélancolie silencieuse l'a empêché de le faire. Et c'est le premier point que je voulais dire. Et puis, probablement aussi, c'est dans le prix payé, et probablement aussi quelque chose alors de plus secret, de plus mystérieux, qui éclairerait le rapport extrêmement intense qu'il a eu à la psychanalyse. Parce que ça, il faut bien le dire, le rapport à Freud, au concept de la psychanalyse, à l'inconscient, cela a été rappelé ce matin, était chez lui de plus en plus essentiel. Et il faut quand même bien voir que, plutôt que d'interpréter les phénomènes fondamentaux de la dialectique
freudienne à partir de Hegel, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est plutôt une espèce de rétroaction de la vision intense qu'il avait de la théorie freudienne de la négation et de l'inconscient, en fait de toute la part de négativité qui est immanente à l'œuvre de Freud, qu'il a projetée ou déplacée vers sa lecture de Hegel. Mais tout cela a fait aussi qu'il y avait chez lui une négativité souterraine à l'œuvre. Il ne manifestait pas autrement que par justement ces instants d'interrogation. Voilà, et c'est un personnage qui est un personnage en effet clé de cette époque-là, un personnage clé de cette époque-là, mais comme toujours, lorsqu'on choisit plutôt à la fin des fins d'être dans les nœuds de la situation que d'en être par soi-même un maillon, il y a d'abord une disposition pour cela, et il y a aussi les conséquences. Il y a les conséquences qui fait que nous savons à la fois que Hippolyte a été un personnage majeur de cette période, mais nous savons aussi que ce n'est pas exactement en termes d'œuvre, au sens ordinaire du terme, que cette fonction s'évalue. Et je fais l'hypothèse qu'il le savait. Je fais l'hypothèse qu'il le savait. Et que c'est pour ça qu'il m'a demandé si je pensais à la mort. Voilà. Merci beaucoup Alain Badiou. Et s'il y a des questions ou des remarques sur l'intervention, c'est le micro. Ah, ça, vous pouvez me le demander, en tout cas. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils avaient des rapports parfaitement réglés. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Hein? Voilà. Ils avaient des rapports... et je crois qu'il y a toujours eu... moi, je n'ai vu, dans ce que j'ai vu, je n'ai vu qu'un profond accord. Althusser manifestait régulièrement le fait que cette direction de l'école lui convenait parfaitement. Il y avait une division du travail entre eux. Oui. Hippolyte avait une idée philosophique de l'administration. Absolument. De ce que c'est qu'une école, etc. Il faut reconnaître que confronté à des problèmes concrets, parce qu'il y avait peut-être, mais il y en avait beaucoup, oui. Rigolos, il y en avait beaucoup, il était un peu désemparé. Althusser, de son côté, avait toutes les caractéristiques qui étaient les siennes, et quand il était là, parce que... Quand il était là, il avait une sorte de génie administratif. Un vrai, oui. C'est-à-dire que lui, confronté à des problèmes, à des problèmes de fonctionnement de l'institution, il trouvait les solutions. Bon, et Hippolyte était parfaitement d'accord pour reprendre les solutions que lui proposait Althusser, qui lui, de son côté, était parfaitement content de travailler en harmonie avec Hippolyte, comme d'ailleurs il a travaillé en harmonie, mais sur des bases très différentes, avec le successeur d'Hippolyte, Flassolière, c'était différent parce qu'il y avait quand même aussi entre eux un accord intellectuel fondamental. C'était des gens qui discutaient entre eux de philosophie. D'ailleurs, avec Hippolyte, ce n'était pas possible de parler d'autre chose. Non. Tout était philosophique. Oui, absolument. En permanence. Il vivait la philosophie au quotidien, dans tout, comme tu l'as parfaitement restitué. Et de ce point de vue, moi, je n'ai eu connaissance... bon, il a dû y avoir des petits problèmes et des petites frictions, mais sur le fond, il n'y a eu aucun problème, aucune mésentente grave entre eux. Il n'en allait pas de même avec le directeur adjoint à de l'époque. Ah oui, ça c'est autre chose. Il bénéficiait d'un directeur adjoint qui lui vouait une véritable haine. Alors là, ça aussi, c'est un côté presque énigmatique.
Il faut ajouter, bon, Hippolyte habitait l'appartement du directeur, je possède toujours l'appartement du directeur, dont la porte est exactement sur le palier en face, et il était vraiment très présent dans l'école. Quand on entrait dans l'école, on savait que cet établissement était habité par quelqu'un, pas seulement parce qu'il était l'occupant de l'appartement directorial, il y attachait une énorme importance. Il avait institué, je ne sais pas à quel moment, il venait dîner une fois par mois avec les élèves de la section de philosophie au réfectoire. Il faut se souvenir de ce que c'était que le réfectoire à l'époque. Il fallait du courage pour aller... Oui. Bon, il fallait l'élever au peur de mettre sa santé en péril. Bon, et enfin, il venait, et donc, tous les élèves qui venaient avaient droit à une conversation sur l'actualité littéraire, l'actualité politique, enfin, tout l'intéressait. Alors, moi, je suis entré à l'école en 58, une époque très, très bouleversante, très troublée. Il était lui-même très envoyé. Ça l'avait bouleversé. Mais il y avait... il se sentait bien à l'école à ce moment-là. Il y avait une espèce de symbiose entre lui et l'établissement. Il y voyait une sorte d'incarnation de son projet, ça a changé un petit peu après. Je ne sais pas si c'est exprès que tu n'en as pas parlé, s'il ne faudrait pas en parler, mais la mort de sa fille. Ah oui. Quelques années. Je pense que c'était ça qui était sous la question qu'il t'a posée, que tu as évoquée à la fin de ton exposé, qui est quelque chose qui l'a... dévasté. Oui, dévasté. Oui. Bon. Et je parlais de 1958, c'était le moment, c'est sa deuxième fille, la plus jeune, le moment où elle s'est mariée avec un élève de l'école, où il y avait une idylle quasi publique. Presque publique, oui. Et sous le regard d'Hippolyte, qui était en extase devant. Bon, j'ai peut-être tort d'évoquer des aspects qui j'y ai pensé moi-même. Mais bon, quelque chose s'est brisé pour lui, tout le monde l'a su. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il a souhaité quitter l'école quelques années après. Et en ce qui concerne le, je confirme, et je l'ai entendu, cette parole étonnante de sa part, parce que c'était, on ne peut pas dire que c'était un homme de mesure, mais en tout cas, ce n'était pas un homme de certitude. Non. C'était un homme d'interrogation. Alors, s'agissant de ce problème, je ne l'aime pas. Oui. Je ne l'aime pas. On était renvoyé au point d'interrogation monumental de Deleuze, qui avait été son élève au lycée. Absolument. Et un élève manifestement très, très apprécié. C'était passé. Oui, c'était après. Oui, concernant cette question sur la mort, vous parlez de la mélancolie latente qui le travaillait d'une certaine façon. Mais on pourrait dire aussi que Hegel lui-même a été travaillé par un certain dehors, on pourrait dire, qui était à la fois le maître absolu qu'il appelle la mort, deuxièmement le barbare hystérique, et troisièmement le conquérant violent. La folie du désir hystérique avec ce qu'il appelle la pulsion de dévastation abstraite et le mouvement le mouvement frénétique de destruction, de mise de tout à feu et à sang, voulant échapper à la mort. C'est-à-dire que la folie, c'est littéralement la liberté vis-à-vis de la mort, tandis que l'appropriation et la domination historique du conquérant, à la différence du barbare, c'est une certaine liberté, justement, curieusement, par rapport à la folie du désir hystérique, c'est-à-dire à la barbarie. Tout ça renvoyant à la mort. Et je ne m'étonne pas qu'un hegelien conséquent soit à un certain moment
hanté, malgré le sujet absolu, malgré le savoir absolu, par ça. Comme tout le monde. Comme Spinoza lui-même, qui a dit le sage pense à rien moins qu'à la mort. Il ne dit pas qu'il ne pense pas à la mort. Il dit rien moins qu'à, ce qui veut dire qu'il y pense tout le temps. En plus, évidemment, sur Hegel, on pourrait renverser la maxime et dire que justement, dans le cas de Hegel, c'est précisément l'esprit qui se maintient dans la mort même. Et que donc... Non, je crois que moi, je voulais être, comme je vous l'ai dit depuis le début, entièrement biographique. Donc cette question de la mort, je la voyais comme une caractéristique d'Hippolyte. Je n'ai pas... Tu as bien fait d'en parler. Il faut en parler. La dernière partie de la vie d'Hippolyte a été entièrement marquée par la mort de sa fille. Et c'est vrai que ça a été une brisure. C'est vrai que ça a été une brisure. Et il s'est reconstitué ensuite au Collège de France, mais un peu dans un autre élément. Ça, je crois que c'est certain.